La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Figaro. Ô femme, 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 créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper ? Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie, il riait en lisant, le perfide. Et moi, comme un benêt, « Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter ? On vient. C'est elle. Ce n'est personne. La nuit est noire en diable et me voilà faisant le sot métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. On vient d'entendre un court extrait de La folle journée ou le mariage de Figaro, comédie en 5 actes, écrite en 1778 par Beaumarchais. C'est une œuvre dans laquelle le comte Almaviva convoite Suzanne, la future femme de son valet Figaro. Mais Isabelle, pourquoi ce texte ? Dans l'acte 5, scène 3, et c'est ce qui explique les premiers mots de l'extrait, Figaro croit que Suzanne l'a trompé avec le comte. Il se livre alors un long monologue, au demeurant très célèbre, dans lequel finalement le monde et ses travers sont passés en revue. Sous l'œil averti et quelque peu usé de ce valet qui met en scène son expérience d'homme qui se sent bafoué mais aussi victime, si on considère le monologue en entier. Il pose un regard lucide, objectif, mais tranchant sur cette société et ce monde qui ne laisse de chance qu'aux grands, comme il le dit, avec tout ce que cela peut avoir comme incidence sur sa propre vie. Un discours politique pour ouvrir le théâtre et le XVIIIe siècle. Est-ce que c'est la raison de ce choix, Isabelle ? Oui, il y a de cela, parce qu'on ne peut pas parler du théâtre au XVIIIe siècle sans évoquer la Révolution française. La Révolution française, qui est, tout le monde le sait, le point d'orgue de ce siècle. Mais quel rapport entre la Révolution française et le mariage de Figaro de Beaumarchais ? Je ne comprends pas. Bon, ici, nous n'en avons qu'un échantillon, mais la critique voit souvent dans l'œuvre de Beaumarchais et peut-être plus dans le mariage de Figaro, un discours politique où les grands sont fustigés, la monarchie et même la religion sont critiqués et le monde est placardé. Danton aurait dit « Figaro a tué la noblesse ». Mais on peut même aller plus loin alors et du coup dire que c'est un discours révolutionnaire pour ouvrir notre podcast. Théâtre en mouvement, une émission à podcaster, aujourd'hui, théâtre et XVIIIe siècle. Bonjour Isabelle. Bonjour Antoine. Est-ce que ça veut dire, à la lecture de cet extrait, qu'au XVIIIe siècle, le théâtre s'affranchit du XVIIe classique pour se tourner vers un théâtre qui parle plus ouvertement du fait social et du fait politique ? Cette question soulève plusieurs aspects. Si on se place sur un plan formel, le théâtre du XVIIIe siècle ne s'affranchit pas de celui du XVIIe et de sa tragédie et même de la comédie, parce que ce sont des genres qui vont perdurer. Mais ça, c'est un premier aspect, mais il y en a d'autres, non ? Alors, au XVIIe siècle, le théâtre peut être censuré. Dès que l'on touche à la religion, au pouvoir et même au fonctionnement, entre guillemets, de la société, voire aux faits social et politique, les cabales vont bon train. On sait que Molière en a subi les conséquences dans le Tartuffe, censuré, ou encore dans l'École des femmes, par exemple, et on renvoie pour cela au podcast Théâtre et XVIIe siècle. Je suis sûr qu'on peut trouver d'autres éléments qui caractérisent ce théâtre XVIIIe. Oui, bien sûr. C'est encore le cas du mariage de Figaro, qui est écrit en 1778, donc la censure perdure. Donc cette pièce a été portée à la scène en public le 27 avril 1784, pour être précis, c'est-à-dire 6 ans plus tard. Et tout cela pourquoi ? Eh bien, à cause de la censure et plus d'un siècle après les œuvres de Molière dont on vient de parler. Par conséquent, à chaque siècle, chaque mouvement, chaque auteur, sa façon de lutter contre la censure, et finalement. d'en subir les conséquences en remaniant les œuvres pour éviter cette fameuse censure. Mais j'insiste, l'idée d'un théâtre au XVIIIe siècle qui parle plus ouvertement du fait social et politique, comme le fait Figaro, cette idée-là, elle existe quand même, non ? Elle existe et on peut dire quand même que la fiction
à l'art de dire avec subtilité et finesse ce qui ne peut être dit ouvertement. Et on sait quand même que le 18e va exceller dans le domaine. Mais pour reprendre cette expression, parler du fait social et politique, si on le prend dans le sens où il s'agit de politiser une parole théâtrale, c'est pas forcément valable pour tous les auteurs du 18e, mais on rappelle quand même que Beaumarchais en est peut-être un exemple. Donc il use de cette parole, mais avec cet auteur, il faut quand même préciser qu'on est à la fin du 18e. Mais ça veut dire qu'il y a une évolution progressive qui s'est faite, mais du coup, ça impose un état des lieux. Bon, on va parler d'un état des lieux avec l'évolution de la société, mais attention, il ne s'agit pas non plus de faire de l'œuvre de Beaumarchais une œuvre qui serait le point d'aboutissement d'un théâtre au XVIIIe, qui évolue vers une parole qui a cherché à dénoncer et qui a pu, dans une certaine mesure, et tout en étant efficace, dénoncer. Le théâtre de Beaumarchais, ce sont aussi des comédies. Et le mariage de Figaro en est une. Donc, c'est un théâtre parmi d'autres formes de théâtre. Et comme nous avons parlé des théâtres au Moyen-Âge dans le podcast qui lui est consacré, je trouve assez pertinent d'adopter cette terminologie pour le XVIIIe. Donc, tout le théâtre, voire toute l'évolution du théâtre au XVIIIe siècle, ne converge pas vers le théâtre de Beaumarchais. Mais quand même, c'est un fil rouge qui est particulièrement intéressant à suivre et justement, on va voir pourquoi par la suite. Mais pour considérer tout ça, il faut revenir au début du XVIIIe siècle et faire le lien avec le théâtre du XVIIe et l'héritage que laisse ce théâtre du XVIIe au XVIIIe. Oui, mais auparavant, il semble indispensable de mettre rapidement en évidence les changements fondamentaux de cette littérature au XVIIIe en contextualisant dans un premier temps l'esprit dans lequel va se développer le théâtre durant cette période. Commençons justement par cette première période de 1715 à 1750, grosso modo. C'est ce qu'on appelle l'essor des Lumières, avec des précurseurs dès la fin du XVIIe siècle. Ici, on va juste s'intéresser à cette transformation très rapide de la société après la mort de Louis XIV en 1715 et des écrivains qui font désormais confiance en la raison et qui vont puiser leur inspiration dans une pensée critique qui s'inscrit dans une lutte contre l'autorité religieuse et politique. Mais au final, c'est la recherche de la liberté, de la tolérance. Entre autres, et on ne peut pas ne pas citer ce fameux dictionnaire philosophique de Voltaire ou encore le traité de la tolérance, mais aussi toute cette remise en cause de croyances et de la parole étatique. Mais on va plus loin en considérant, merci pour la précision, en considérant que de 1750 à 1800, on entre véritablement dans l'ère des philosophes, ce qui conduit au triomphe des Lumières, justement. Avec une intense production littéraire, qu'elle soit théâtrale, romanesque, philosophique, etc. La littérature sera le reflet de l'esprit nouveau et va en être le miroir. Alors comment cela se traduit ? Bien au théâtre, mais bon, on rappelle quand même que ce n'est pas spécifique au théâtre, donc ça se traduit par un renouveau qui se nourrit de l'observation de la société, de l'homme, et dans une perspective qui est quand même différente de celle du XVIIe, parce qu'il s'agit de dire une pensée nouvelle en lien étroit avec ces changements fondamentaux que subit le monde à cette époque. Et bien sûr, l'encyclopédie de Diderot en est un bel exemple. En d'autres termes, si je comprends bien, le XVIIIe siècle, c'est être curieux et c'est dire cette curiosité. Oui, alors pour préciser ce qui vient d'être dit, je trouve que ce XVIIIe siècle, c'est vraiment être curieux. Je dirais même que c'est une exploration à la fois du monde, de ses progrès, quels que soient les domaines auxquels ils appartiennent, que ce soit scientifique, géographique, culturel, etc. Mais c'est aussi en littérature une exploration de l'homme, des sentiments qui l'animent, et Marivaux en est le parfait exemple. C'est une exploration aussi de son comportement dans la société dans laquelle il vit et de bien d'autres choses qui surprennent encore aujourd'hui. C'est peut-être cette curiosité-là qui conduit le théâtre, et j'ai envie de dire la littérature dans son ensemble, à regarder le monde différemment et à écrire aussi différemment d'un XVIIe siècle qui, comme on l'a dit au début, même s'il laisse une certaine empreinte au XVIIIe, pouvait scléroser la pensée. Et le théâtre, pour revenir à notre théâtre en mouvement, va tenir une place de plus en plus importante dans la société, c'est bien ça ? Oui, pour définir la place du théâtre au XVIIIe, je vais reprendre ce que dit Alain Viala. Bon, il n'est pas le seul, mais l'expression est très pertinente et il va parler dans son analyse sur le théâtre en France de théâtromanie. Et d'un XVIIIe siècle considéré comme le siècle du théâtre. Mais Isabelle, pourquoi ?
Eh bien Antoine, même si au XVIIe, le théâtre pouvait susciter un certain engouement, au XVIIIe, il devient un véritable phénomène de société qui va intéresser tout le monde. Le peuple, bon, même si c'est le moins représentatif, le prix des places peut rebuter, mais surtout la bourgeoisie, l'aristocratie, le pouvoir, alors, bien évidemment dans des perspectives qui sont différentes et toujours en lien avec l'évolution d'une société sur un siècle, comme on l'a dit. Et à ce moment-là, Paris garde le monopole du théâtre ? Le théâtre se développe dans toute la France, avec les premières salles de spectacle qui s'ouvrent en province, dans les grandes villes comme Lyon ou Bordeaux, par exemple. Et les auteurs ? Ce sont des auteurs qui ne se consacrent pas toujours uniquement au théâtre, mais ils peuvent aussi se consacrer au roman ou à d'autres formes. Et finalement, chacun dans son style va célébrer le théâtre avec des vues différentes. On peut citer Le Sage ou Marivaux. Et Marivaux, on revient sur cet auteur qui va sonder le cœur humain et révéler les personnages à eux-mêmes. Je vais citer aussi Voltaire, qui a joué un rôle majeur en tant qu'auteur de tragédie, mais aussi de comédie. Alors si je comprends bien, on peut aussi citer des philosophes comme Diderot par exemple ? Eh bien voilà, oui, Diderot, les philosophes voient dans le théâtre une fonction éducative et vont le défendre fermement. Et ça ne va pas plaire à l'Église qui voit là une concurrence sévère et un argument supplémentaire pour condamner le théâtre. Donc si les philosophes s'en mêlent, le théâtre devient alors un théâtre d'idées, non ? Oui, c'est ça. Alors pardon, mais auparavant, petite parenthèse, et pas des moindres, mais Voltaire, je reviens à ce qui a été dit plus haut, c'est Candide, c'est Microméga, c'est Zadig, mais c'est pas le théâtre. Alors, en réponse à cette parenthèse particulièrement intéressante et pertinente, alors oui, Antoine, c'est ce que l'on retient aujourd'hui de Voltaire, mais il n'a pas écrit que des contes philosophiques, et nous verrons que c'est une figure particulièrement importante du théâtre du XVIIIe, mais qui est complètement oubliée. C'est très étonnant qu'on retienne de Voltaire que ces contes, mais revenons à ce théâtre d'idées, du coup. Alors, c'est vrai que le théâtre au XVIIIe cherche à prendre une dimension morale, et politique qu'il n'a pas au XVIIe, de façon différente, mais beaucoup plus appuyée. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que le théâtre et ses auteurs veulent mettre le théâtre à la portée du peuple. Déjà ? Mais comment ? Alors déjà, mais finalement, c'est plutôt bien, non ? Alors, oui, tout à fait. Mais alors, comment ? Eh bien, en abordant des thèmes qui parlent davantage à la population et surtout en s'éloignant des thèmes prônés par la tragédie classique, comme les références aux mythes, ou alors un théâtre qui aborde plus concrètement des problèmes de société. Comme dans le mariage de Figaro, par exemple. Par exemple, oui, mais on donnera davantage de précisions dans un autre podcast sur le XVIIIe siècle. Mais ça me paraît quand même important de donner ces premières précisions et de montrer que le théâtre s'ouvre vers d'autres voies qui sont un vrai tournant dans la façon de penser le théâtre, de penser un théâtre pour qui et peut-être un théâtre pourquoi ? Alors, vous annoncez un podcast sur la tragédie au XVIIIe siècle, c'est parfait, vous vous engagez, mais on peut quand même insister sur cette démarche dans laquelle le théâtre prend une fonction idéologique à ce moment-là. Alors, une ou des fonctions idéologiques, sociales, par exemple avec Voltaire et plus tard Diderot, qui voit dans le théâtre des vertus humanistes, à savoir rendre les hommes sociables, les rassembler, les unir à la fois dans un même lieu, mais aussi, et bien sûr, autour d'histoires qui montrent à l'homme ses forces et ses faiblesses. Mais on peut donc en voir là un théâtre presque pédagogique. C'est-à-dire que là, il s'agit quand même de lutter contre l'obscurantisme, ce qui n'est pas rien, et le théâtre est un moyen. En tout cas, le théâtre prend une fonction éducative. Et c'est, il me semble, ce qui a donné lieu à des polémiques menées par Rousseau. Tous les philosophes ne sont pas d'accord sur l'utilité du théâtre. Et si les querelles, on l'a vu pour le XVIIe, alimentent des polémiques qui portent sur des histoires de fond, de forme, de respect de règles, d'art poétique ou d'atteinte à la morale, comme pour l'école des femmes de Molière, au XVIIIe, on entre dans des querelles qui interrogent davantage ce rôle pédagogique, moral, politique du théâtre, et l'une d'entre elles reste cette fameuse querelle du théâtre qui date du milieu du XVIIIe, en 1758 pour être plus précise. Et querelle qui oppose Rousseau à d'Alembert. Alors, c'est quoi cette fameuse querelle ? Elle porte sur un théâtre qui corrompt et serait contraire à la vie chrétienne. C'est quelque chose de cet ordre-là ? Oui, c'est le fondement. Alors, Rousseau n'est pas le seul à vouloir amputer le théâtre de ses vertus.
Et plusieurs théories ont pu être élaborées pour épurer le théâtre de ses intrigues amoureuses, par exemple, parce qu'elles pouvaient être contraires à la morale. Mais je préfère qu'on s'en tienne à cet épisode entre d'Alembert et Rousseau. Le 10 février 1758, d'Alembert publie dans le tome 7 de l'Encyclopédie de Diderot un article intitulé « Genève ». Dans cet article, il évoque l'histoire de la ville et les lois somptuaires qui lui sont imposées depuis 1617. Et on peut rappeler que les lois somptuaires sont des lois, je cite, qui réglementent ou imposent des habitudes de consommation, alimentation, mobilier et notamment la manière de se vêtir, spécifique en fonction de la catégorie sociale à laquelle un individu appartient. Et d'Alembert, donc, pour revenir à cette querelle, après avoir évoqué l'histoire de Genève et sa politique, en vient au théâtre qui subit cette loi, et voici ce qu'il en dit. On ne souffre point à Genève de comédie. Ce n'est pas qu'on y désapprouve les spectacles en eux-mêmes, mais on craint, dit-on, le goût de la parure, la dissipation et le libertinage que les troupes de comédiens répandent parmi la jeunesse. Cependant, ne serait-il pas possible de remédier à cet inconvénient par des lois sévères et bien exécutées sur la conduite des comédiens ? Par ce moyen, Genève aurait des spectacles et des mœurs et jouirait de l'avantage des uns et des autres. Les représentations théâtrales formeraient le goût des citoyens et leur donneraient une finesse de tact, une délicatesse de sentiment qu'il est très difficile d'acquérir sans ce secours. La littérature en profiterait sans que le libertinage fît des progrès. Et Genève réunirait à la sagesse de Lacédémone la politesse d'Athènes. C'est un beau discours, intéressant, pas seulement parce qu'il appuie notre propos, mais parce qu'il résume très bien l'état d'esprit dans lequel le théâtre est vu par ces philosophes et en quoi il est un outil fondamental dans l'évolution d'une société. Oui, un très beau discours auquel Rousseau, citoyen genevois, va répondre en octobre 1758 dans une lettre, la lettre d'Alembert sur les spectacles. La lettre A d'Alembert sur les spectacles, une lettre très longue dans laquelle il commence par souligner toute l'admiration qu'il porte à d'Alembert, mais où il va prendre le contre-pied de tous les arguments développés par ce philosophe et démontrer en quoi le théâtre à Genève représente un danger. Il prend pour exemple des pièces de Racine, de Molière et d'autres encore et démonte en quelque sorte les intentions dans lesquelles elles sont écrites. Une sorte de remise en question des vertus du théâtre vu comme cathartique. Et pour simplifier, on va lire en partie la conclusion qui donne un aperçu plus général des idées défendues par Rousseau en se plaçant sur un plan moral, politique et dans une perspective qui consiste à voir le théâtre comme un outil de corruption quand le peuple ne l'est pas, ce qui est, en tout cas ce qui serait, était le cas des Genevois. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que pour Rousseau, le théâtre peut être bénéfique si le peuple est déjà corrompu. Mais il ne faut pas qu'il vienne corrompre celui qui ne l'est pas, d'où les propos tenus par Rousseau tout au long de cette lettre. On lit notre extrait ? Écoutons, oui. Voilà, monsieur, les spectacles qu'il faut à des républiques. Quant à celui dont votre article Genève m'a forcé de traiter dans cet essai, si jamais l'intérêt particulier vient à bout de l'établir dans nos murs, j'en prévois les tristes effets. J'en ai montré quelques-uns, j'en pourrais montrer davantage, mais c'est trop craindre un malheur imaginaire que la vigilance de nos magistrats saura prévenir. Effectivement, on comprend l'idée générale, mais j'aimerais bien qu'on lise quand même un autre extrait de cette lettre plus précis qui montre en quoi et à qui s'en prend Rousseau et comment il défend son propos. C'est vrai qu'ici, on ne voit que la mise en garde contre la comédie à Genève. Je rappelle ici que la comédie, ça désigne le théâtre. On peut proposer cet extrait où il montre que finalement, le théâtre n'apporte rien parce que l'homme possède déjà en lui les moyens de juger, jauger les hommes et le monde. Écoutons. Le théâtre, me dit-on, la vertu aimable, le vice odieux. Quoi donc ? Avant qu'il y eût des comédies, n'aimait-on point les gens de bien ? Ne haïssait-on point les méchants ? Et ces sentiments sont-ils plus faibles dans les lieux dépourvus de spectacles ? Le théâtre rend la vertu aimable. Il opère un grand prodige de faire ce que la nature et la raison sont avant lui. Dut-on me traiter de méchant encore pour oser soutenir que l'homme est né bon ? Je le pense et crois l'avoir prouvé. La source de l'intérêt qui nous attache, qui est honnête et nous inspire de l'aversion pour le mal, est en nous et non dans les pièces. Et il procédera d'ailleurs ainsi tout au long de sa lettre, lettre à laquelle, par ailleurs, répondra d'Alembert. Oui, alors,
Lettre à Monsieur Rousseau, citoyen de Genève, où d'Alembert joue dans une contre-argumentation à démontrer qu'il a raison. Donc on voit que ces querelles ne sont pas résolues et que ça peut durer, chacun y allant de ses propres arguments pour défendre sa théorie. On retient aussi avec cet exemple que le théâtre fascine dans une certaine mesure. Et qu'il est au centre d'une réflexion qui traduit aussi les préoccupations de ce siècle. Mais on est au cœur d'un théâtre source de polémique finalement, et c'est pas nouveau en soi, mais pour notre XVIIIe siècle, c'est aussi évoquer la diversité du discours sur lequel le théâtre et ses polémiques confirment l'immense production littéraire théâtrale qui s'est développée à ce moment-là. Qui s'est développée, qui s'est diversifiée, puisque ce sont aussi des revues qui se sont spécialisées sur le théâtre, et ce, dès 1752. Et ça prouve l'intérêt grandissant porté à ce genre, comme on vient de le dire et de le voir. Mais des revues comme le Mercure Galant, pour ne citer que la plus connue. Oui, c'est effectivement la plus connue. Mais Isabelle, après avoir vu cet engouement pour le théâtre, revenons à quelque chose de plus concret. On en reste à la tragédie, à la comédie, oui, non, peut-être. Enfin, est-ce qu'on peut définir et découper le genre théâtre comme ça ? Bon, Antoine, on verra que le théâtre du XVIIIe siècle, en termes de tragédie et comédie, existe bien sûr en se calquant, entre guillemets, dans un premier temps sur celle de Corneille et Racine pour la tragédie et Molière pour la comédie, mais en cherchant cependant à innover et en se redéfinissant progressivement, là encore. Cela dit, de nouvelles formes, de nouveaux genres... Oui, comme l'opéra comique, le mélodrame... qui n'existaient pas au XVIIe, vont voir le jour. C'est aussi le cas du drame bourgeois à ce moment-là ? Avec des pièces de théâtre et des théories développées par Diderot dans son discours sur la poésie dramatique, ou encore dans le paradoxe sur le comédien, sur le jeu du comédien, mais aussi sur la naissance de ce nouveau genre, le drame bourgeois, qui cherche à faire concurrence à la tragédie, voire à la supplanter. Mais donc là, on est au cœur d'un siècle d'innovation, finalement. Oui, mais pas uniquement en théâtre, rappelons-le, mais le théâtre va aussi trouver dans ce siècle une fortune qui va ouvrir sur le théâtre du XIXe et inspirer les auteurs de ce siècle qui va suivre. Et on peut citer Zola, par exemple, qui s'est inspiré des théories de Diderot pour écrire le naturalisme au théâtre et affirmer dans ses propres pièces son esthétique théâtrale. Et puis, plus tard, Brecht, dans une perspective différente, en contrepoint, il y en aura d'autres. Et d'ailleurs, on est, anecdote et pas des moindres, dans un siècle où le statut social du dramaturge s'affirme. Sous l'impulsion de Beaumarchais et de Le Sage. On y revient. Toujours avec la création de la Société des auteurs dramatiques en 1777, qui permet aux auteurs de recevoir des droits d'auteur. Et qui existe encore aujourd'hui, et qui fait pâlir plus d'un système et d'un pays dans le monde. Mais on vient d'avoir un panorama du foisonnement du théâtre sur un plan littéraire et social, mais je voudrais aborder un autre point essentiel, il me semble. On a parlé pour le XVIIe siècle, dans le podcast notamment sur la comédie, des salles de théâtre associées à des troupes données par le roi. Est-ce que c'est toujours le cas dans ce XVIIIe siècle qui semble faire bouger quand même les pratiques et même la politique culturelle et théâtrale ? Le mot politique est celui qu'il faut employer ici. C'est en effet important de parler de ces troupes de théâtre, de savoir ce qu'elles sont devenues, mais dans une perspective qui ne peut s'appuyer que sur une politique des théâtres, voire une politique tout simplement, sachant qu'il n'y avait pas de vrai programme pour les théâtres, mais une politique s'impose malgré tout. Alors, on parle d'une politique des théâtres qui finalement n'a pas de politique, c'est bien ça ? C'est un peu contradictoire ça, non ? Oui et non. Le pouvoir cherche à surveiller le théâtre et sa production. On en revient au début de notre podcast, mais sans inscrire le théâtre dans une politique précise, voire cohérente. Mais ça nous ramène alors à Louis XIV et à la fin de son règne, mais où en est-on exactement ? Alors, on sait qu'à la fin du XVIIe, début XVIIIe, le théâtre n'a plus vraiment la faveur du roi Louis XIV, sous l'influence de Madame de Maintenon. Louis XV et Louis XVI ne sont guère passionnés par le théâtre. Par ailleurs, l'Église catholique regarde d'un œil peut-être encore plus sévère ce divertissement, on l'a dit. On se méfie toujours du théâtre pour des raisons peut-être différentes de celles du XVIIe. Mais en tout cas, cette volonté d'élever la qualité esthétique et morale du théâtre montre cette résistance qui va progressivement... Oui, on parle quand même d'un siècle de théâtre. Donc cette résistance va ouvrir de nouvelles portes et permettre au théâtre de s'affirmer auprès d'un public de plus en plus enclin à aller au spectacle et surtout à se laisser de moins en moins mener par des autorités qui décident à sa place, et on sait où cela a conduit. Alors cette méfiance et ce désintérêt de Louis XIV à la fin de son règne, et donc on l'a dit de Madame de Maintenon pour le théâtre, ramènent la cour dans la ville de Paris
Et il y a donc des conséquences. La Cour est en quête d'un renouveau théâtral. Et ce retour va dynamiser l'écriture, même de genre, comme celui de la tragédie. Conclusion, on voit bien que le théâtre et son évolution subit là, mais finalement en bien, l'influence d'un phénomène à la fois politique, social et culturel, phénomènes qui sont étroitement liés les uns aux autres. Et cela est d'autant plus vrai en ce qui concerne les salles de théâtre qui sont dans une certaine mesure toujours sous le joug du pouvoir, ce qui nous ramène à parler de cette politique, assez simpliste peut-être, mais qui organise les salles de théâtre en fonction de règles très strictes. Le pouvoir contrôle les théâtres et pour mieux les contrôler, chaque théâtre, subventionné par l'État, bénéficie du privilège ou du monopole. Isabelle, le privilège, monopole, concrètement, ça signifie quoi ? Alors, le privilège, c'est l'exclusivité légale accordée par le pouvoir à un théâtre sur un répertoire spécifique qui le cantonne dans certains genres et empêche les autres théâtres de lui faire concurrence. Alors, exclusivité légale, répertoire spécifique, concurrence, là encore, concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, 3 théâtres étaient subventionnés par l'État. L'opéra était le seul théâtre qui donnait des spectacles avec de la musique, de la danse et du chant. La Comédie Française était la seule à représenter des pièces nobles, entre guillemets, la Grande Comédie en 5 actes et des tragédies. Et plus tard, en 1716, le Théâtre des Italiens, ceux de l'Hôtel de Bourgogne, sera la seule troupe à jouer des pièces comiques en italien et plus tard en français et en italien. Donc, si je comprends bien, chacun de ces théâtres était spécialisé dans un genre. Mais Isabelle, pardon, mais les choses se bousculent dans ma tête et j'ai de nombreuses questions qui me viennent à l'esprit. Oui. La première, les questions des comédiens de l'Hôtel de Bourgogne. Mais dans le podcast sur la comédie au XVIIe siècle, il a clairement été dit que la fusion entre la troupe de l'Hôtel de Bourgogne et celle de l'Hôtel de Guénégaud en 1680 avait conduit à la création de la Comédie Française. Donc, les comédiens italiens et l'Hôtel de Bourgogne existe toujours à ce moment-là ? Un petit retour en arrière est nécessaire. On rappelle que les Italiens... Oui, ce sont des acteurs de la Commedia dell'arte qui ont considérablement influencé le théâtre de Molière, entre autres, et qui sont arrivés en France à la demande de Catherine de Médicis en 1577, si je me souviens bien. Alors oui, mais je vais faire un saut dans le temps, petit retour en arrière, en 1680. Après la fusion de la troupe des comédiens de l'Hôtel de Bourgogne et celle de l'Hôtel Guénégaud, qui a donné la Comédie Française, la troupe des comédiens italiens, sur ordre du roi, s'est vue accorder l'Hôtel de Bourgogne pour jouer. Mais en 1697, les Italiens en ont été chassés pour avoir écrit une pièce qui mettait en cause Madame de Maintenon. La troupe a donc été dissoute en 1697, mais après la mort de Louis XIV, sous la Régence, en 1716, elle est reconstituée. Elle est la seule autorisée à jouer des pièces comiques qui ne soient pas des pièces du répertoire de la Comédie Française. Merci pour ces précisions, Isabelle. Mais deuxième question, cette catégorisation ou cette spécialisation des théâtres est finalement un moyen de contrôler. Mais de contrôler quoi ? En étant subventionnés, ces théâtres sont obligés de suivre ce qui leur est imposé et chacun d'entre eux doit respecter les engagements pris et ne jouer que ce qu'il est autorisé à jouer. Cela permet entre autres de supprimer la concurrence entre les théâtres, mais pas uniquement. Mais en corollaire, est-ce que c'est un moyen de canaliser, entre guillemets, la surveillance ? Oui, c'est cela. Au niveau du choix des pièces, des programmes et même du prix de l'entrée, et la programmation est vérifiée. On le verra. Et du coup, c'est le pouvoir de censurer. La censure joue un rôle important. Alain Viala le dit, est interdite toute allusion à la religion, à la politique, au gouvernement, au corps constitué, aux personnalités, à la morale publique. Et là, je crois entendre le Figaro dans l'extrait qui a ouvert notre podcast, justement. C'est vrai, on en revient encore à Beaumarchais, les mots sonnent justes, même si c'est bien plus tard dans le temps. Cela dit, pour revenir à cette censure, on sait que finalement, peu de textes ont été supprimés et censurés parce que, par un effet pervers, les auteurs se sont auto-censurés. Très intéressant. Mais alors, troisième question, est-ce que ça veut dire qu'en dehors de ces 3 théâtres officiels, il n'y en avait pas d'autres ? Et cela veut dire que l'on n'ouvrait pas de théâtre nouveau, parce que nous l'avons bien compris, c'est un moyen de faciliter la surveillance du théâtre, et ce qu'il dit, mais il existait d'autres théâtres, dont les théâtres de la foire. Mais, d'accord, merci, mais pas d'ouverture de nouveaux théâtres, mais ceux qui existaient comme les théâtres de foire, comme vous l'avez évoqué, du coup, qu'est-ce qu'ils jouaient, puisque la comédie, la tragédie, le chant et la danse étaient pris en quelque sorte ? C'est limité, du coup, qu'est-ce qu'il leur reste ? C'est là que les choses deviennent intéressantes, parce que finalement, ce sont ces privilèges et cette politique qui vont donner naissance à d'autres formes de théâtre.
Oui, parce qu'il a fallu faire preuve d'imagination pour pouvoir continuer à jouer sans empiéter sur ces fameux privilèges, tout en restant dans la légalité. Très très intéressant, mais comment du coup ? Eh bien, on va parler des foires. 2 grandes foires se tenaient à Paris depuis longtemps. La foire de Saint-Germain. Et celle de Saint-Laurent, c'est ça ? C'est ça. Pendant ces foires, qui duraient quand même un certain temps, tout un commerce de distraction s'était développé déjà au XVIIe, dont un théâtre comique qui a connu un grand succès auprès de toute la population, diverse et variée, attirée par les foires. Mais on peut donc supposer que ce succès a pu déplaire au théâtre officiel. Mais pourquoi ? Parce que le public allait voir ces comédiens plutôt qu'eux, non ? Non seulement ce succès a déplu, mais il a conduit la Comédie Française et l'Opéra à interdire. Alors, pour la Comédie Française qui avait le privilège du théâtre parlé, les dialogues, et pour l'Opéra, les chants dans les autres théâtres que les leurs. Mais c'est fascinant, mais du coup, quelle solution alors si la parole et le chant sont interdits ? On voit naître la pantomime dans une gestuelle et des mimiques, voire des acrobaties, qui seraient à l'origine du mélodrame, si l'on parle de la pantomime héroïque, dans une seconde moitié du XVIIIe, mais aussi d'autres formes. D'autres formes comme quoi, par exemple ? Eh bien, si on lisait un extrait d'un recueil intitulé « Le théâtre de la foire ou l'opéra comique », contenant les meilleures pièces qui ont été représentées aux foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent, recueillies par Monsieur Lesage et Dorneval. En fait, c'est un extrait de la préface qui parle, entre autres, de la naissance de l'opéra comique. On écoute. Le théâtre de la foire a commencé par des farces que les danseurs de cordes mêlaient à leurs exercices. On joua ensuite des fragments de vieilles pièces italiennes. Les comédiens français firent cesser ces représentations qui attiraient déjà beaucoup de monde et obtinrent des arrêts qui faisaient défense aux acteurs forains de donner aucune comédie par dialogue ni par monologue. Les forains, ne pouvant plus parler, eurent recours aux écriteaux, c'est-à-dire que chaque acteur avait son rôle écrit en gros caractères sur du carton qu'il présentait aux yeux des spectateurs. Ces inscriptions parurent d'abord en prose. Après cela, on les mit en chansons, que l'orchestre jouait et que les assistants s'accoutumaient à chanter. Mais comme ces écriteaux embarrassaient sur la scène, les acteurs s'avisèrent de les faire descendre du cintre. Les forains, voyant que le public goûtait ce spectacle en chansons, s'imaginèrent avec raison que, si les acteurs chantaient eux-mêmes les vaudevilles, ils plairaient encore davantage. Ils traitèrent avec l'opéra qui, en vertu de ses patentes, leur accorda la permission de chanter. On composa aussitôt des pièces purement en vaudeville, et le spectacle alors prit le nom de opéra comique. Mais là, je lis vaudeville. C'est le vaudeville que nous connaissons au XIXe siècle, déjà avec Courteline, Labiche, Feydeau, etc. Oui, c'est ça, mais le genre va progresser et donner ce que l'on sait au XIXe avec ces auteurs qui ont été cités, Courteline, Labiche et Feydeau. Mais bon, on ne va pas en parler maintenant. Mais je voudrais quand même poursuivre avec un autre extrait qui évoque la façon dont ces écriteaux sont exploités. Oui, on écoute. Nous suivons cette chronologie dans la distribution de nos pièces. Nous en donnons d'abord 3 par écriteau. Puis, nous mettons celles qui sont en pur vaudeville chantées par les acteurs. Et enfin, les pièces qui sont mêlées de prose. Et en note vient le fonctionnement de ces écriteaux. On poursuit ? Arlequin, roi de Sérendib. Acte 1er, scène première. Arlequin, seul. Arlequin, après avoir fait naufrage sur la côte de Sérendib, s'avance dans l'île. Il tient une bourse et paraît un peu consolé de sa disgrâce, ce qu'il exprime par un écriteau. Les écriteaux étaient une espèce de cartouche de toile roulée sur un bâton et dans lequel était écrit en gros caractères le couplet, avec le nom du personnage qui aurait dû le chanter. L'écriteau descendait du cintre et était porté par 2 enfants habillés en amour, qui le tenaient en support. Les enfants, suspendus en l'air par le moyen de contrepoids, déroulaient l'écriteau. L'orchestre jouait aussitôt l'air du couplet et donnait le ton aux spectateurs, qui chantaient eux-mêmes ce qu'ils voyaient écrit, pendant que les acteurs y accommodaient leurs gestes. Isabelle, on a dit beaucoup de choses sur ce théâtre au XVIIIe et on a évoqué la tragédie au XVIIIe avec Voltaire, le drame bourgeois, Diderot, etc. Mais aussi sur la comédie avec Marivaux, Beaumarchais et ce Figaro qui a tué la noblesse, entre guillemets. Un mot pour conclure ? Continuons avec Beaumarchais et ce fameux « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Mais Antoine, je pense qu'il serait bien de poursuivre avec la suite de ce fameux monologue de Figaro présenté en début de podcast. D'accord Isabelle, on écoute. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée ? Fils de je ne sais pas qui,
Volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. Et partout, je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Là d'attrister des bêtes malades, et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Me fussé-je mis une pierre au cou. Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. Auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint que j'offense dans mes vers la sublime porte, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maroc. Et voilà ma comédie flambée, pour plaire au prince mahométan, dont pas un, je crois, ne sait lire, et qui nous meurtrissent l'omoplate en nous disant « chien de chrétien ». Merci Isabelle, fin de ce podcast. On se retrouve très prochainement pour la suite, notamment au 18e. Merci Antoine. Au revoir. Au revoir. Théâtre en mouvement est une émission de Carnet d'Art Podcast qui vous a été présentée par la compagnie Caravelle. Un programme écrit par Isabelle Roux-Lalisban. Produit par Antoine Guillot. À la réalisation, Jérémy Buatier. Lecture par Camille Desgeorges Ruffelaer et Jérémy Buatier. Retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, Facebook, carnetdartpodcast.com et la compagniecaravelle.fr. Vous pouvez nous soutenir en faisant un don défiscalisé sur Hello Asso en suivant le lien en description. Allez-y, cliquez. Allez-y, cliquez. Cliquez et faites un don. On a besoin de vous. Merci beaucoup. Bon, il faut y aller maintenant. Allez, madame, monsieur, il faut partir, on ferme. On se retrouve très bientôt.